La ligne bleue balado officielle des Carabins de l'Université de Montréal, le Renaud Saint-Laurent en compagnie de Raphaël Bergeron-Gosselin, mon complice, et Brian Arélimana, notre invité du jour. Bonjour Brian. Bonjour. Brian, tailgate avant-match, ce qui pourrait être le dernier match à domicile au Sepsum cette année. Ça va dépendre évidemment des résultats, mais assurément, il y a un match ici samedi au Sepsum entre les Carabins et l'Université McGill pour cette première demi-finale. En fait, la seule demi-finale pour nous, mais une des deux demi-finales de la Coupe Dunsmore, championnat provincial du football universitaire. Brian, d'abord et avant tout, je vais te demander quelle est l'ambiance dans l'équipe après cette semaine de congé, une semaine de repos, j'imagine qu'il a fait beaucoup de bien. Là. Ouais, ça fait du bien, on a une bonne ambiance, on est reparti à zéro, on sort de 2 défaites, fait que c'était pas facile sur le moral après la game contre Laval. Par contre, je pense que la semaine qu'on a eu de congé, ça nous a permis de se regrouper, de faire des activités d'équipe, puis créer des plus gros liens, ce qui est important pour les playoffs. Fait que je pense qu'en ce moment, le vibe dans le vestiaire est vraiment bon. Absolument, parce que dans l'ensemble, on parle tout le temps de toute façon, peu importe que tu finisses 8-0, 1-8, quoi que ce soit, les séries, c'est une nouvelle saison. Hein, on part à zéro et tout. Et là, c'est le cas de le dire, ça nous a permis aussi de faire un peu le vide sur 2 matchs sur la route qui étaient un petit peu plus difficiles pour finir le calendrier. Mais faut pas oublier quand même que finissez avec une fiche de 6 victoires, 2 défaites. Quand même une bonne saison, donc de quoi bâtir là-dessus. Défensivement, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez ajuster pour cette demi-finale-là dans l'unité défensive, toi qui est un rouage important de l'unité défensive? C'est sûr, on a toujours des choses à améliorer. Je pense que cette saison, on a eu plus de difficultés avec certains jeux. On a laissé plus de verges qu'on s'attendait, mais c'est toutes des affaires sur quoi on peut travailler. Puis les coachs font une bonne job avec ce qui est le plan de match aussi pour nous mettre dans des positions plus favorables. Puis je pense que, après avoir vu le game plan qu'on avait hier, je pense qu'on a quand même des bonnes choses à présenter pour les séries. Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs à travailler, mais le plus important, je te dirais, c'est vraiment juste l'exécution en tant que telle. Il y a des choses que dans le coach, je peux pas contrôler, genre les plaquer ou aller chercher des turnovers quand on a la chance. Fait que ça, c'est des choses que nous, on peut travailler à travers la semaine puis à travers les séries. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence aussi. Toute la saison, vous étiez une unité défensive, puis même cette année, puis l'an passé, qui faisait beaucoup de revirements à chaque match, même beaucoup de points. Puis là, les 2 derniers matchs, il n'y a pas eu de revirement. T'sais, à quel point ça vous motive de dire, OK, là, on n'a pas été capable d'en faire dans les 2 derniers matchs, mais là, on commence les séries, puis on va prouver que on est capable de contribuer aussi, puis qu'on veut repartir sur cette identité-là. Là. Ben c'est sûr, c'est frustrant par faire de turnover, mais on réalise aussi que les équipes font beaucoup plus attention au type de jeu qui court contre nous. Oui. Les carrières aussi font beaucoup plus attention. C'est pas n'importe quoi. Exactement. Dans le passé, les carrières, ils auraient tenté quelques passes que cette année, ils prennent vraiment plus de chance, ils lancent le ballon hors du terrain. Fait que, pour nous, c'est frustrant, mais il faut aussi garder la mentalité que c'est le prochain jeu, puis il faut rester focus parce que, à un moment donné, ça t'amène des zones négatives, puis c'est un effet spirale, exactement. Je pense aussi que c'est la pire chose pour une défensive de dire qu'il faut faire un revirement. Exactement. Parce qu'un revirement, ça arrive quand c'est là. Exactement. Mais lorsque, par exemple, dans un match où tu sens que la défensive a besoin d'un revirement pour vraiment que le match, parce que c'est en fin de match, l'attaque adverse a le ballon, puis tu tires de l'arrière, puis là, tu demandes ça prend un revirement. Y a-t-il quelque chose de pire au football que de dire ça prend un revirement? C'est parce que dans ces situations-là, le porteur de ballon adverse, il protège son ballon, fait quand même que tu frappes dessus comme s'il n'y a pas de lendemain, ça sortira pas. Une interception, soit que c'est une mauvaise lecture du corps arrière ou c'est un jeu athlétique extraordinaire, mais normalement, va lancer un joueur libre ou comme tu dis, s'en débarrasser du ballon. Puis je trouve que tu touches un bon point. À Québec, Thomas Bolduc a bien protégé son ballon, puis il a même lancé quelques fois. J'ai failli attraper des ballons sur les lignes de côté, moi qui filmais, parce que j'avais des ballons qui me passaient à travers la tête, parce que lorsqu'il y avait la pression arrivait, il s'en débarrassait. Donc, c'est ça, on peut pas. Ça doit demeurer un cadeau, entre guillemets, autre que des fois peut-être des couvertures déguisées. Là. Exactement, ça va venir, mais l'offensive, ils ont une philosophie que live for the next play. Ouais. Donc, tu veux que ta série finisse avec un kick, soit que ce soit un punt, un field goal, quoi que ce soit, tu veux kicker la balle, tu veux pas que ce soit un revirement. Puis je pense que les équipes, surtout que nous, on est dangereux, une fois qu'on fait un revirement, on est capable de la ramener à la zone de début. Fait ils font extrêmement plus attention quand ils jouent contre nous. Mais encore là, ça va venir. Dans un match de football, ça l'arrive. Et puis, une fois ça déclic, je pense qu'on va recommencer à marcher. Mais au niveau du front, vous avez fait un excellent travail contre la course cette année. On n'a pas vu vraiment beaucoup de porteurs de ballon avoir énormément de succès contre vous sur une base d'un match au complet.
au niveau aérien, il y a des carrières qui ont réussi à faire de belles surprises cette année à travers le RSEQ, pas juste contre nous, mais les carrières de McGill, de Concordia ont eu des bonnes séquences. Même on a vu Sherbrooke également. Enfin, sur ce qu'on appelle. On va rappeler. Mais Dimitri Sinodinos, où je voulais en venir, c'est que c'est un joueur qui a quand même montré de belles choses cette année. Deuxième appel. Oui, allô? Hey, je peux te rappeler dans comme 20 minutes? On est en train d'enregistrer un j'enregistre podcast. le podcast en ce moment. Voilà. Ok, cool. Merci. Bye. Alright. Donc, Dimitri Sinodinos a démontré de belles choses, notamment contre nous lors du dernier match. Ils n'ont pas réussi à marquer de toucher, mais il a quand même démontré de belles choses par la passe. Ça va être quoi la clé pour freiner un peu l'attaque aérienne de McGill, qui est quand même une de leurs forces. Là. Mais tu sais, nos coachs nous disent souvent il n'y a pas une couverture qui arrête tous les jeux. Donc, chaque couverture, il va avoir une faiblesse. Puis, nous, notre job, c'est vraiment d'essayer de la cacher le plus longtemps possible, laisser le temps à la D-line de se rendre au carrière. Par contre, Dimitri, c'est un carrière assez mobile. Je pense que ce qui va être important pour nous, c'est de le garder dans la pochette, le forcer de lancer, parce qu'après son premier read, souvent ce qu'il va faire, il va essayer de courir et extendre le jeu. Ouais. Moi, je pense que la dernière fois, on a joué contre eux, on a fait une bonne job, on a été capable de le garder en pochette. Je pense qu'on a fait 6 ou 7 sacs cette game-là. Ouais. Donc, je sais qu'on avait un bon plan de match. C'est sûr qu'on va devoir changer des choses parce qu'ils vont se préparer pour ce qu'on a fait auparavant. Mais c'est un QB que s'il est capable d'extendre le jeu, il va être capable de faire des jeux. Donc, juste le garder en pochette, puis s'assurer qu'il lance, qu'il ne voit pas nos faiblesses dans nos couvertures. Et je voulais juste vérifier parce que je l'avais vu hier, mais je veux juste être sûr que j'avais pas halluciné. Tu as fini au premier rang de la ligue pour les passes rabattues quand même cette année. Pour un secondaire de ligne, c'est pas une chose qu'on voit si souvent que ça, dans le sens qu'habituellement c'est plus de lignes défensives qui font des jeux collés à leur receveur. C'est quand même impressionnant. C'est quoi la clé pour ça? Pour toi, c'est tes capacités athlétiques? Il y en a une coupe de passes rabattues que j'ai faites, c'est vraiment couverture de passe. Il y en a souvent aussi que j'étais en pression, j'étais en blitz, puis je mettais mes mains dans les airs. J'étais pas jusqu'à arrière, et puis je voyais qu'ils voulaient dégainer rapidement. Donc je mettais mes mains dans les airs, puis j'étais capable de faire un jeu. Donc je pense que les coachs ont fait une bonne job cette année de me mettre dans des positions où ils pouvaient utiliser mon athlétisme, puis ça a porté fruit. Justement, j'ai mis ma main sur plusieurs balles. Il y en a une ou deux, je pense que j'aurais pu faire l'interception, mais on va garder ça pour les fois. Ouais, c'est ça, tu gardes ça en banque, là. Exactement. T'en as pas assez, j'en ai pas 6 dans une saison. De quoi, c'est plus le gars qui en a 6-7. Ouais. Moi, j'en ai 1, 2, puis je pense que ça va bien. Même si je me trompe pas, au cégep, t'avais pas mené la division 1 pour les interceptions ta dernière année? J'étais, je pense, deuxième. J'en avais 4, ouais. Okay. J'en avais 4, mais c'était du full down football aussi, fait que c'était un peu différent. Mais, non, je suis capable. Je sais pas ce qui se passe avec moi cette année. Il y en a une qui est vraiment tombée dans mes mains, puis j'avais la tête sur le receveur, puis je voulais faire le plaqué, puis je l'ai vraiment échappé. Il y a ça aussi au niveau défensif, c'est que vous avez en tête pas nécessairement d'attraper le ballon. Un receveur qui fait son tracé, il se dit je tourne au bord, je vais peut-être recevoir le ballon. Je suis en état mental pour ça. Toi, ta couverture à penser, ce que tu fais, qui est dans ta zone, quoi que ce soit, qui te suit. Le joueur arrive, ton premier réflexe, c'est de frapper quelqu'un. C'est pas de trouver qu'un ballon dans les mains. Surtout quand il échappe, moi, une fois que je vois qu'il sort ses mains, tu le frappes. Je me mets en position de le plaquer, puis après ça, t'es surpris. C'est des réflexes, mais comme je dis, ça c'est quelque chose comme le joueur de la ligne défensive des Patriots ce week-end qui s'est ramassé avec une passe à la cadeau, là. Tu le vois la reprise au super ralenti, fait comme il est surpris parce que ça s'entend pas à ça, fait que non, c'est la même chose pour nous, mais ça va débloquer, je sais, je suis certain que ça va débloquer. Puis après ça, si on suit au plan de match, vous, c'est t'attrapes le ballon, puis là tu fais une latérale à un coéquipier. Non, mais tu sais, moi j'ai déjà dit aux gars allez bloquer pour moi, j'aurais ça marqué. Moi je le garde. Ça dépend, tu sais, on a un certain plan de match, si c'est plus que 60-80 verges, peut-être on va la donner à un gars plus rapide, mais tu sais, c'est même pas quelque chose qu'on non, je comprends que c'est vraiment ça arrive, il y a l'espace, tu le fais. J'ai comme eu peur parce que lors du Monday Night Football, du lundi soir, il y a le segment Command Man où il démontre les bloopers et il y avait un gars qui a fait une latérale à comme personne. Il y a un botté bloqué, il récupère le ballon, il fait une latérale, il y a comme personne dans le code régional où il est. Et là, tu te retrouves au football du lundi soir dans le Command Man. Je suis pas sûr qu'on va se retrouver là, nous les carabins. On fait ça sur Passeport 30. Peut-être. Idéalement, il
faudrait pas se ramasser au command man le lundi soir pour une latérale, comme pas en tout personne dans le coin. Donc, on a parlé défensivement à la clé pour ralentir McGill. À l'attaque, c'est sûr que bon, il y a eu quelques moments un petit peu plus difficiles au cours des dernières semaines, puis les gens ont tendance à voir les choses de façon un petit peu plus négative par rapport à l'attaque parce que les points étaient peut-être moins au rendez-vous au cours des 2 derniers matchs. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'on parle d'un point de vue positif des joueurs de l'autre côté du ballon. Toi qui les affrontes à chaque jour en pratique, à l'entraînement, tu sais très bien qui est de notre côté de l'attaque, même si tu n'y joues pas. J'aimerais que tu me parles de façon positive. On va commencer par un gars qui a terminé au 2e rang pour les verges par la passe cette année comme receveur de passe, Kevin Kaya, qui en est à sa dernière année, qui a eu un début de saison très lent. J'ai regardé avec 45 verges après 2 matchs et il finit avec 597 verges, donc une moyenne de 92 verges par match pour les 6 derniers matchs. Ça, c'est ce qu'on appelle un receveur dominant. Toi, Kevin, sans être directement en couverture avec lui, tu l'affrontes à chaque jour, tu le connais très bien. Quel genre de gars que c'est? Quel genre de receveur que c'est? Honnêtement, c'est même pas passé mon coéquipier. J'y crois vraiment que Kevin, c'est vraiment le meilleur receveur de notre circuit. Pour parler de son début de saison là, Kevin n'a pas joué au football toute l'année passée. Oui. Il y avait c'est tout à fait, ouais. Puis je me rappelle encore du premier match contre Concordia, il a fait 2-3 échappées, puis il était vraiment fâché, puis il est revenu ici lundi matin, il a travaillé sur ses mains, il a attrapé, je pense, 100 balles avant les pratiques, 100 balles après les pratiques, wow. Il a vraiment s'améliorer, puis ça a pris un peu plus de temps, catch on groove, mais une fois qu'il a attrapé, tu vois ce que Kaya peut faire, c'est un gars qui a besoin de double, triple couverture, parce que il est tellement dangereux quand il a la balle dans les mains, même sans la balle dans les mains, il est capable d'attirer beaucoup de gars vers lui, fait que je pense que son potentiel, il n'a même pas encore reach son potentiel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent améliorer en ce moment, mais c'est vraiment un des meilleurs receveurs. Même, j'ai joué avec LM, Régis, j'ai joué avec Paquette aussi. C'est tous des excellents receveurs, puis il fait partie de ces gens-là, puis il y a même certaines affaires qui fait mieux qu'eux. Donc, Ah ouais. Et si des fois je me prends à rêver à ce qu'aurait été notre saison l'année dernière avec Kevin Kaya, en plus de tous nos receveurs en santé, là, ce 4 soirs-là, ça aurait été absolument génial. Mais on a d'autres bons receveurs actuellement avec les Carabins. On parle de Kevin Kaya, qui lui, comme tu dis, peut attirer des fois 2 défenseurs, 3 défenseurs. Ça va ouvrir de la place pour les autres. Des gars de un petit peu plus petite taille, mais avec d'excellentes mains. Je parle notamment de Carl Chabot. Les 2 Chabot, finalement. Carl et Antoine Chabot sont des joueurs qui vont plus se démarquer avec leur vitesse. Parle-nous de ces gars-là. Commençons par Carl Chabot. Je vais commencer avec Carl. Carl, c'est ma recrue préférée pour être bias envers les gars. J'aime tout le monde, mais Carl, il y a beaucoup de chiens, on appelle ça. Fait que quand il joue au football, il n'a pas peur de quoi que ce soit. On lui demande de bloquer, il va être capable de bloquer le gars le plus gros sur la défensive. Il va tout faire pour que l'équipe gagne, justement. Fait que Carl Chabot, pour moi, c'est quelqu'un exemplaire. Ça va être un leader dans cette équipe dans les années futures. Il est extrêmement explosif. Donc, il attrape la balle, puis une petite anecdote, quand on fait des warm-up avant les games, on fait ce qu'on appelle du pat and go, donc tout le monde attrape la balle, il y a un débit, puis une fois j'ai dit je vais seulement te couvrir, puis en niaisant il m'a donné un move, mais il était explosif. Oh, ouais. Wow. Parce que je suis pas content, parce que au Pinfield, Carl Chabot, il n'a pas besoin de 70 verges, il a besoin de 3 verges, puis il peut faire quelque chose. C'est son centre de gravité tellement bon, on voit ses pieds aller, là, puis c'est pas son pesant, mais tu sais, il peut aller sur les 2 pieds. Tu sais pas, je veux dire, un gars comme ça à plaquer, là. Il est difficile, puis les gens le savent pas aussi, mais Carl, c'est un des gars les plus forts dans le gym, dans l'équipe. Petit gabarit, mais extrêmement fort. Wow, on le voit aussi, ton Kevin Kaya, c'est souvent des longues passes, on utilise sa hauteur, sa grandeur. Carl, là, tu lui donnes le ballon rapidement, puis après ça, fais ton show, là. Vas-y, avance. Là. Antoine Chabot est un peu aussi dans le même moule. Exactement, Antoine Chabot est extrêmement rapide lui aussi. C'est tous des jeunes receveurs qui ont tellement de potentiel. Puis cette année, on voit beaucoup Kaya, mais dans les prochaines semaines, puis dans les années futures, ça va être, vous allez entendre souvent le nom Chabot, vous allez demander c'est lequel, vous allez devoir faire des nicknames. Mais non, c'est vraiment 2 receveurs extrêmement rapides qui ont juste besoin d'avoir la balle dans les mains. Puis une fois qu'ils ont la balle dans les mains, ils peuvent faire des jeux tellement explosifs. Donc, puis il y a des vétérans comme Tristan Fisk notamment et tout. Donc, Tristan, Danny, des gars plus vieux. Puis eux, je pense qu'ils font une extrêmement bonne job de lead le groupe de receveurs un peu plus jeunes. Ils montrent l'exemple aussi. Puis chaque receveur a quelque chose de différent, mais ils ont tous quelque chose à amener dans la game. Fait que je pense qu'en tant qu'unité, c'est vraiment un bon groupe. Puis ils travaillent super fort. Je suis vraiment fan. On a parlé des receveurs. Parlons maintenant derrière le centre.
corps arrière. On a un nouveau corps arrière en poste depuis le match à Québec, qui est venu en relève à Sherbrooke. Frédéric Paquette-Perrault. Un corps arrière différent de Dimitri. Les deux ont leur qualité. Les deux ont un peu de défauts aussi. Tout le monde en a. Mais ont des grandes qualités. Et on a vu, Dimitri, bon taux de passes complétées. Ouais. Frédéric, sa force, lui aussi, c'est ses jambes. Hein. Il peut rapidement, lorsque le trouble arrive, entre guillemets, peut s'en sauver avec ses jambes. Comment on défend ce genre de corps-là? Puis à quoi il te fait penser un gars comme Frédéric Paquette-Perrault? Moi, j'ai joué contre Fred depuis le secondaire, puis c'est extrêmement difficile, parce que non seulement il a un bon bras, si jamais il n'aime pas ce qu'il voit, il est capable d'aller chercher des verges avec ses pieds. Puis défendre un carrière comme ça, ça me... Pas pour le comparer, mais ça me fait remplacer quand on devait défendre Hugo Richard. Hugo Richard, dans le passé... difficile à plaquer. Il est difficile à plaquer. Quand il va chercher des verges, il va aller chercher 6-7 verges. Puis 6-7 verges au football canadien, simplement beaucoup. C'est assez pour ouvrir le cage d'un coordonnateur offensif. Donc, il est dangereux. Puis, veut pas, défensif va être obligé de mettre quelqu'un pour le sauver. Fait que ça enlève un gars sur la couverture, justement, parce que tu veux t'assurer qu'il n'aille pas chercher les 6-7 verges. Ce qu'on appelle un espion. Là, exactement. Un joueur, des fois un secondaire comme toi, qui va surveiller le corps pour être sûr qu'il décolle pas. Là. Exactement, puis c'est un gars de moins dans la couverture, fait que ça peut créer des espaces pour les receveurs explosifs qu'on parlait tantôt. Puis au niveau des porteurs de ballon, Régent Giroux a terminé au premier rang du RSEQ pour les gains au sol. C'est quand même un bel accomplissement pour un joueur de deuxième année. Tu as joué avec lui à Vanier? J'ai joué avec lui à Vanier, j'ai joué avec Léolou aussi, fait que ça fait longtemps que je fais longtemps que tu vois. Régent, tu le connais bien. Quel genre de porteur de ballon que c'est? Chante-nous ses louanges. Moi, je l'appelle... moi, personnellement, je l'appelle Rit Jones Camara. Jones, c'est son nom américain. Camara, c'est au gars que je le compare. Il me fait beaucoup penser à Vin Camara. Il est difficile à plaquer sur le premier gars, la difficulté à le plaquer sur le premier plaqué. Ce qui fait la clé de ces porteurs de ballon-là, difficiles à plaquer, est-ce que j'avais entendu dire que c'est beaucoup la balance, la capacité de rester debout, là, peu importe. L'équilibre est incroyable. Son corps, il est super fort aussi dans le gym. Il a des bonnes jambes. Donc, il est explosif. Il est capable d'attraper la balle. Mon frère, il joue à la balle. Puis, il m'a dit, Régent est vraiment quelqu'un de difficile à couvrir. C'est quelqu'un que tu dois game plan contre lui parce qu'il peut attraper la balle. Il la court bien aussi. C'est un autre gars sur qui il faut toujours avoir un œil. Exactement. Fait que, avoir un carrière qui peut courir, un running back qui peut courir, attraper la balle, ça commence à devenir stressant. Surtout au niveau secondaire. Moi, je joue secondaire. Avoir un gars qui est capable, avoir deux gars qui sont capables de faire tout ce dommage-là dans le backfield. Ça commence à créer des brèches juste derrière toi parce que t'es plus excité envers leur action. Fait que c'est quelque chose qui apporte à l'équipe. Puis, comme je t'ai dit, j'ai grandi, j'ai regardé Régent jouer au football depuis 2010, je te dirais. Puis, à chaque année, il s'améliore. Il y a une passion pour la game. Il court, il est fâché. Fait il y a beaucoup de passion, puis ça se démontre dans son jeu. C'est ça qui est explosif. Là, moi, j'ai remarqué depuis quelques matchs, tu le compares à Camara. Moi, je trouve aussi le Le'Veon Bell. Des fois, il va comme attendre. Il attend, il est patient. Puis dès qu'il voit un trou explosif, bang, il rentre dedans. C'est pas tout le temps des courses de 30 verges, mais quand tu vas chercher, comme tu dis, 6-7 verges sur un premier essai au football canadien, après ça, t'es en bonne position pour le ça, c'est quelque chose que Régent a développé à travers les années, parce qu'avant, Régent, c'était un gars, il prenait la balle, il courait, là, puis il fonçait. Puis tu l'as rattrapé, il court super vite. Quoique je trouve qu'il a perdu la vitesse, puis je le dis souvent. Non, il a amélioré sa vision. Nos coachs, encore une fois, ils font un extrêmement bon job à développer l'athlète en tant que tel. Fait que, il se fait bien coacher. Maintenant, il sait comment set up ses blocs aussi. Fait que, le meilleur est à venir pour lui en plus. C'est le début d'une carrière universitaire qui pourrait vraiment être très, très glorieuse pour lui, exactement profitable pour lui. On a des porteurs de ballon, on a de la profondeur aussi à ce niveau-là. C'est le fun d'établir son jeu au sol. C'est important au football canadien, assurément. Super important, surtout en série. Surtout en série, il commence à faire froid, ça fait plus mal, tu contrôles le cadran aussi. Fait que, en série, je peux te dire que ça fait mal. En théorie, là, on veut absolument pas rien vendre, mais en théorie, la finale de la Coupe du Monde aurait lieu à Québec, là, mais c'est des bonnes chances que ça ait lieu là. On se fie aux équipes avantagées. Et l'année dernière, on l'a vu en finale de la Coupe du Monde, la météo était exécrable en deuxième demi. Faut avoir un jeu au sol capable parce que maintenant, c'est plus possible de passer le ballon. Non, c'était littéralement pas possible. Là. Au quatrième quart, là,
tempête de neige, genre. Exactement. Les carrières qui essayent de juste sortir de la pochette puis tu marches sur de la glace. Ouais, là, exactement. Fait que c'est vraiment très important et une bonne partie du succès du jeu au sol, c'est les gros bonhommes en avant, les joueurs de la ligne offensive. On en a des très bons ici à l'Université de Montréal. Parle-nous un peu de c'est quoi affronter cette ligne offensive-là sur une base quotidienne, toi, à l'entraînement. Moi, je suis content de les affronter en pratique. Je trouve qu'ils sont extrêmement bons. On a vraiment des bons athlètes sur la ligne offensive. Les gars sont capables de monter au deuxième, comme ils sont capables de monter même parfois au troisième niveau. Tu sais, juste PO le stage. Il est excellent, il est vraiment selon très moi, bon. pour de vrai, selon moi, c'est un des meilleurs au Canada. Puis c'est pas le meilleur. Tu sais, j'ai été au East West, fait que j'ai pu voir le comparer à des gars qui allaient se faire repêcher dans ces années. Puis vraiment, là, il y a une coche à part. Des fois, j'aimerais savoir la chance que vous avez, vous, de pouvoir réécouter les matchs en analysant, en voyant les fameux, ce qu'on appelle le coach tape, les images. Pour vraiment, parce que des fois, la télé ne rend pas justice à cause de l'angle de la caméra. Ben aussi sa position, tu sais, c'est pas une position exactement. que la caméra va suivre. La caméra suit le ballon et tout, mais ce gars-là finit ses blocs, très rapide, peut se déplacer n'importe où. Fait que j'aimerais ça des fois pouvoir vraiment apprécier ces joueurs-là, comme tous les travailleurs de l'ombre, dont Pierre-Olivier fait partie, mais aussi tous les autres gars de la ligne à l'attaque. Bessette, Jean-Max, Luc Cabot, tout le monde qui a contribué cette année. Il y a eu des changements, il y a eu des gars qui sont blessés, il y a des gars qui sont. Mais les gars font vraiment une bonne job. Puis je pense que Matt Pronovo en tant que tel, c'est un excellent coach d'O-line. Fait que les gars n'arrêtent pas d'en parler. Pronovo, certains font des jokes. Il y a un doctorat de maîtrise en O-line. Fait tout ce qu'il fait, c'est technique. Puis les gars, je pense qu'ils appliquent vraiment bien le système. Fait que. De belles paroles pour cette unité à l'attaque, puis je pense que c'est important d'en parler. C'est l'unité la plus importante d'une équipe de football. Puis absolument. Veux pas. Comme je t'ai dit, on a eu une game difficile à Laval, on a accordé 7 sacs, puis les gars, je sais qu'ils sont fâchés. Ils prennent beaucoup de ces sacs-là sur eux-mêmes. Fait ils travaillent super fort, puis ils font une bonne job semaine après semaine. Tu parles de gens qui mènent la conférence dans le Rushing Yards, mais il faut que tu aies des brèches, il faut que tu aies des bons blocs. Puis on parle pas de nos centres arrière aussi. Joubert de Mers font. Je suis tellement content que je joue contre eux, ils font une excellente. Absolument. Son physique. Tu as tout à fait raison, les centres arrière font partie de l'équation. Des fois, on les oublie tellement qu'ils sont dans l'ombre. Parce que là, ils sont pas sur la feuille statistique. Mais dans ma tête, ils font partie avec la ligne à l'attaque de c'est vraiment ces travailleurs-là incroyables. Ils sont vraiment forts. Puis, on parle d'attaque, puis c'est parce qu'on en avait parlé au podcast après la défaite à Laval. C'est une question de petits détails. Oui, peut-être que le score de 3 points marqués seulement peut être un peu décourageant, mais je veux dire, ton frère, la partie d'une raison pour laquelle on n'a pas fait plus que 3 points, on s'en allait faire un toucher ou minimalement 3 points, et Kian, excuse-moi, ton frère a touché du bout des doigts le ballon. Exactement, pour créer l'interception. C'est deux gros jeux, là. On dit le jeu truqué, et après ça, la passe de 76 verges, là, qui est arrivée juste après l'interception. Donc, tu regardes ça, puis les gens comparent les statistiques, Thomas Bolduc, Fred Paquette, mais c'est des petits mini-détails, là. Ouais, c'est vraiment souvent quand je joue contre Québec, c'est ça qui se passe. Tout le temps. On peut pas se permettre le si, hein, le fameux jeu. Et c'est ce qui est très au football, vu que chaque jeu a un coup de sifflet entre chaque. Tu peux vraiment déterminer tel jeu. C'est pas facile pour les athlètes, c'est pas facile pour les entraîneurs parce qu'ils sont scrutés à la loupe sur chacun des jeux individuellement. Mais c'est ça. Dans le cas de Laval, comme tu dis, on peut pas faire les erreurs. C'est pas pour rien que l'équipe qui a causé des revirements a gagné les 2 matchs de part et d'autre cette année. Ça va être exactement ça la clé aussi. Si les deux équipes devaient se réaffronter en finale de la Coupe Dunsmore, ça va être encore ça. Protéger le ballon. Puis bon, s'il tombe dans les mains en défensive, c'est parfait. On le prend, on le sécurise, on se couche en terre. Exactement, on le prend. Mais sinon, vraiment, ça va être ça la clé du côté des unités à l'attaque. On a parlé de l'unité à l'attaque, on a parlé du match qui s'en vient. Moi, j'aimerais juste parler de toi en terminant, parce que c'est ta 4e année avec nous, ton année de repêchage. Une bonne saison quand même dans l'ensemble. Moi, je regarde du point de vue statistique. Je sais que tu es quand même quelqu'un de très critique envers toi-même, qui veut toujours s'améliorer. Puis ton entraîneur de position, Byron Archambault, nous en parlait. Vraiment ton désir chez toi de s'améliorer de semaine en semaine, ce qui est, ma foi, tout à ton honneur. Mais comment tu évalues ta saison, ta 4e année? Globalement, je crois que j'ai une bonne saison. Mais comme moi je pense, comme tu as dit, j'ai une grosse critique envers moi-même, puis il y a beaucoup de choses que je crois que j'aurais pu mieux faire, par contre c'est des choses du passé, puis je vais juste apprécier tout ce qui me reste comme football. Comme je t'ai dit, ça passe vite au début du podcast, c'est incroyable. Déjà ma 4e saison. Mais la fois que je suis plus fier, c'est le niveau de leadership que j'ai pris cette année.
envers l'équipe. Puis je pense que ça fait une différence dans la cohésion de l'équipe. Puis je pense que ça peut porter fruit dans les semaines qui suivent. Tu fais partie donc de ce groupe de leaders de l'équipe actuelle en raison de ton statut de quatrième année, certes, mais aussi pour ton apport sur le terrain. C'est évident que ça fait partie aussi de ta stature au complet. Je sais que tu penses pas à ça en ce moment, mais tu auras quand même peut-être l'occasion d'être repêché au mois de mai prochain. C'est quelque chose qui t'intéresserait, le football professionnel par la suite des choses? C'est un rêve depuis que je suis tout petit. Je pense que quand j'ai commencé à jouer au football, c'était vraiment juste un passe-temps, mais une fois que j'ai vu que j'étais quand même bon au sport, puis j'ai développé une passion, c'est devenu un rêve. Puis je travaille pour ça depuis, maintenant je te dirais, le secondaire. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est en arrière de ma tête, mais c'est en temps et lieu. Absolument. Puis, de toute façon, c'est hors de ton contrôle. Ce que tu vas faire, c'est jouer mieux. C'est jouer, faire un bon tape, avoir un bon combine, en temps et lieu, me préparer. Donc, si t'es préparé, puis tu fais ce que t'as à faire, je pense que de connaître des saisons comme tu connais cette année, puis d'être content, mais pas satisfait, je pense que c'est le bon chemin à emprunter. Puis ça me fait penser aussi, à un moment donné, on parlait avec Byron, je me rappelle pas à quel moment, puis il disait qu'après un match, t'étais allé le voir, puis t'étais comme pas tant satisfait, puis finalement, t'avais été élu joueur par excellence de la semaine au RSEQ. Fait que ça montre un peu le genre de joueur que t'es. Absolument. T'es le meilleur de la semaine au RSEQ, pas totalement satisfait. Je pense que c'est le bon chemin à emprunter. Parce que t'as raison, Raph, puis ultimement aussi, c'est parce qu'il y a que nous qui connaissent, le joueur individuellement connaît son rendement. Dans le sens qu'il y a des fois des choses sur la feuille de stats que, oui, ça t'a, mettons, oui, t'as fait le plaqué, c'est le fun, mais tu sais que t'étais pas à bonne place dans la couverture. Peut-être des fois, c'est ce qui fait qu'on est plus critique, mais effectivement, quand t'es joueur de la semaine, c'est un bel honneur. Absolument, fait une très bonne job. Mais c'est ça, tout à ton honneur de vouloir t'améliorer, puis je pense que c'est ça qui est la clé pour prolonger une carrière aussi. Exactement. Cette éthique de travail-là. Il y a toujours des choses à améliorer, puis plus tu avances, plus que tu le vois, il y a toujours quelque chose que tu peux mieux faire. Puis peu importe, comme Danny il nous le dit souvent, tu vas jamais jouer un match parfait. Il va jamais coacher un match parfait, mais tu peux te rapprocher de la perfection le plus possible. Puis jusqu'à temps que tu n'as pas réussi la perfection, tu dois t'améliorer. Fait que c'est comme ça que moi je vois ça à chaque fois que je joue au football. De très sages paroles. Je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser, parce que ça fait tellement bien. Merci beaucoup, Brian, d'être venu mettre la table pour cet affrontement donc samedi. On t'en manque de football, il me semble une semaine de congé. C'est fun pour vous! Ça fait longtemps. Même nous, ça nous angoisse un peu. Tu regardes le football toute la fin de semaine, tu as les autres matchs de la RSEQ, tu regardes NCAA football, puis à un moment donné, c'est long. Ça monte au là. C'est long. Assurément, mais là on est de retour sur le terrain. Quand même, on a pris cette semaine-là pour penser nos blessures, se préparer. Un match contre McGill, match à domicile, donc samedi après-midi au stade du Sepsum. Vous êtes les bienvenus, les billets sont encore en vente. Merci beaucoup, Brian, d'être passé. Raphaël, merci. Bonne semaine et nous on se retrouve mardi prochain. Salut! Tu veux kicker la balle, tu veux pas que ce soit un revirement. Puis je pense que les équipes, surtout que